Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast New Talks. Cette fois-ci, l'épisode est en français parce que je reçois Houda qui a 24 ans et qui est une des cofondateurs d'un mouvement qui a vu le jour sur les réseaux sociaux durant le confinement au Maroc qui s'appelle Dihafrask. Ce mouvement vient en aide aux jeunes Marocaines pour mettre fin au harcèlement et au cyberbullying. Moi et Houda, on ne se connaissait pas avant, mais vu que toutes les deux on habite à Paris, on va certainement pouvoir se rencontrer bientôt. مرحبا بك هدى. Merci. Alors, je vais commencer d'abord par te poser des questions sur ton background. Est-ce que tu peux nous dire, فين قريتي, tu es de quelle ville et pourquoi tu es en France en ce moment? Ok. Bon, déjà, merci Noëlla de m'avoir accueillie. J'adore tes podcasts, donc je suis très contente d'en faire partie aujourd'hui. Alors, pour me présenter, donc voilà, je m'appelle Houda, j'ai 24 ans, je suis née à Rabat, j'ai grandi à Rabat, j'y ai vécu toute ma vie. Et donc, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire après le bac. Déjà, je suis titulaire d'un bac option scientifique. Et après, j'ai changé, donc j'ai fait classe prépa option économique et commerciale. Et après ça, j'ai fait une école de commerce, donc c'est Schema. Et donc, j'ai fait Schema d'abord, je l'ai faite à Nice. Ensuite, je l'ai aussi faite à Lille. Et entre-temps, j'ai aussi fait un échange au Brésil et en Chine. Pour l'instant, j'ai un master 2 en International Marketing and Business Development. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc c'est pour ça que je suis à Paris en ce moment. Ah, mais c'est très bien. De toute façon, pour les gens qui sont venus là-bas, c'est qu'on s'est rendu compte, moi et Houda, qu'on avait plein de potes en commun, juste parce qu'on a fait un peu le même cursus de prépa, école de commerce, etc. Donc ça, c'est très cool. Le monde est très petit. Et du coup, là, je vais directement te poser la question. Est-ce que tu peux nous présenter Dihafrask et c'est quoi le mouvement et pourquoi vous l'avez commencé? Bien sûr. Alors déjà, pour expliquer, je vais essayer de mettre les choses dans leur contexte pour les personnes qui ne sont pas au courant. Et comme ça va être plus simple à comprendre. Donc, en fait, on est 3 potes. Donc, il y a moi, il y a Socha et il y a Mohamed, c'est moi pour les intimes. Et en fait, on est tous les 3 très présents sur les réseaux sociaux. Donc, chacun de nous a sa plateforme. Moi, par exemple, j'ai une plateforme qui est un peu plus axée sur le women empowerment et human rights en général. Socia, c'était un peu plus coaching, mental illnesses, mental health et développement personnel. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que le mois de Ramadan a commencé, on a commencé à recevoir énormément de messages venant de jeunes filles ou même de jeunes garçons qui nous disaient qu'il y avait des pages de revenge porn qui ont vu le jour. Donc, c'était des pages qui étaient managées par des personnes qu'on ne connaît pas et qui étaient anonymes et qui postaient des photos de ces filles. Donc, ça pouvait aller de photos normales, c'est-à-dire les photos de ces filles volées sur Instagram et sur Facebook. Donc, des photos, je ne sais pas, où elles sont posées à la maison ou avec leurs copines et à des photos qui étaient des nudes, quoi. Et le problème, c'est que ils partageaient les informations personnelles de ces filles, donc par exemple leur numéro de téléphone, leurs écoles et leur adresse personnelle afin qu'elles se fassent harceler. Et justement, ces filles nous ont dit qu'elles recevaient des centaines, alors là, de messages de personnes qui soit les insultaient de tous les noms, soit les harcelaient sexuellement en leur disant oui, j'ai vu ta photo, nanana. Donc c'était absolument horrible. Donc ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on avait des communautés respectives, on s'est dit on va demander à tout le monde de les signaler en premier lieu. Et c'est ce qu'on a fait au début, ça a marché parce que le premier compte a été fermé, mais on s'est rendu compte très facilement que ça ne marchait pas, que c'était pas suffisant parce que à chaque fois qu'on fermait un compte, il y en avait un autre qui voyait le jour. C'est-à-dire que la personne derrière le premier compte a inspiré énormément d'autres individus qui ont décidé de s'adonner à la tâche et voilà, de continuer sur cette lancée. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on peut inciter les gens à porter plainte. Donc, on a commencé à parler aux victimes, à leur demander de porter plainte parce qu'il y a une plateforme en ligne qui est pmp.ma qui permet les autorités marocaines ont créé pour justement pouvoir porter plainte, surtout pendant le confinement.
Et donc, ça a commencé par ça. Ensuite, on a commencé à dire à toutes les personnes qui n'étaient même pas impliquées de porter plainte juste pour attirer l'attention des autorités, voilà, qu'ils prennent cette affaire et qu'ils s'en occupent et qu'ils nous aident à trouver des solutions parce que nous, en fait, à notre échelle, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire parce qu'on était tous les trois dans des business schools, on ne sait ni hacker, on n'est pas la police cybercriminelle, il n'y avait absolument rien qu'on pouvait faire. Et malheureusement, on s'est rendu compte que ça n'a pas marché, à part pour le premier, c'est-à-dire pour le premier administrateur d'une de ces pages. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les parents des victimes ont porté plainte et que du coup, les autorités ont commencé à le rechercher. Mais ça n'a pas été le cas pour les autres pages. Et en fait, on s'est senti complètement impuissant parce qu'on continuait à recevoir des centaines de messages et on ne savait pas quoi faire. Et là, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on trouve une solution et il faut qu'on attire l'attention de tout le monde, de la presse, des autorités, qu'on montre à ces filles qu'elles ne sont pas toutes seules. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, venez, on va créer un mouvement pour juste en parler et hopefully, voilà, attirer l'attention des autorités pour qu'on essaie de trouver une solution tous ensemble. D'accord, mais c'est super intéressant parce que de toute façon, mais c'est pas forcément chez Haja on arrive à voir chaque jour parce que c'est assez tabou comme sujet. Et donc, moi, je trouve ça super intéressant et je connaissais pas le mouvement avant d'ailleurs. Non, mais en fait, il y avait quelqu'un qui m'a tagué sur justement un post pour sensibiliser, pour justement montrer aux gens qu'il y a un problème, qu'il faut voilà, faire plus attention, etc. Et en fait, je veux savoir où vous êtes là. Est-ce qu'il y a des résultats? Même si là, j'ai vu que vous êtes sur des journaux, sur le net, et bravo vraiment. Mais est-ce qu'il y a des résultats? Alors nous, en fait, le but du mouvement, c'était surtout de faire parler de ce qui se passe. Parce que personnellement, je trouve qu'un des problèmes qu'on a au Maroc, c'est qu'il y a une sorte de conflit social et de clivage générationnel. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tabous, d'interdictions, d'injonctions que les jeunes ne parlent pas à leurs parents. Donc leurs parents ne savent pas du tout ce qui se passe. Ils ont des personnes chez eux qui habitent sous le même toit, qui sont en dépression ou bien tout simplement traumatisés par ce qui se passe et ils ne le savent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, il faut en parler parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école, donc que j'avais 14 ans, 13-14 ans, qu'il y avait des pages pareilles qui avaient vu le jour à cette époque-là. Et ça veut dire que c'est transgénérationnel, que ça arrive tout le temps, toute l'année, mais que personne n'en parle. Et le but avec du mouvement, c'était justement de libérer la parole, de faire porter les voix de ces filles, de ces victimes, de faire en sorte qu'elles soient écoutées et juste d'essayer, en fait, déjà de créer une sorte de débat de société et de réfléchir à des solutions sur le long terme. Donc effectivement, il y a eu énormément de personnes qui nous ont soutenus et on ne s'y attendait pas parce que ça a été créé à la foulée, ça a été créé en 24 heures il y a 2 semaines. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait et il y a eu énormément de solidarité, que ça soit venant de la presse, des journalistes, des radios, des influenceurs. Et en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui utilisent leur plateforme pour parler de ce sujet, indépendamment du mouvement. Et pour nous, c'est déjà ça parce que il faut en parler, il faut commencer par ça, il faut commencer par libérer la parole et en espérant que ça aura de bonnes solutions. Et pour le côté légal et on va dire juridique et pour la législature, etc., on travaille avec une association en ce moment et c'est l'association, enfin, on redirige toutes les victimes vers elle pour toute la procédure juridique et aussi psychologique parce qu'ils ont des avocats, ils ont des psychologues, donc c'est top. Et en fait, on a essayé de contacter la police, on a envoyé une lettre au procureur du roi et on continue à inciter les victimes à porter plainte. Surtout quand elles sont majeures, si elles sont majeures, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pour les mineurs parce qu'elles sont obligées d'en parler à leurs parents. Mais pour les majeurs, on essaie en fait de les pousser à porter plainte parce qu'il suffit en fait que les autorités arrêtent une seule personne pour dissuader les autres. Donc, on continue en fait à parler et surtout à pousser les filles
voilà, à porter plainte pour que ces criminels, parce qu'il faut savoir que c'est contre la loi, que c'est complètement illégal et que la loi est du côté de ces filles. L'article 447.2 du Code pénal criminalise ce genre de crime et les peines sont, enfin, c'est passible de 2 mois, enfin de 3 mois à 3 ans de prison et à des amendes de 2000 à 20 000 dirhams. Donc les filles sont protégées, il faut juste qu'elles en parlent. Et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est vraiment de sensibiliser par rapport à ça. Tu parlais que vous, les fondateurs un peu de ce mouvement, vous êtes une école de commerce, donc vous avez un peu cette chance-là de pouvoir parler des choses qui vous tiennent à cœur. Et tu m'as dit que vous aviez déjà vos propres pages et vos réseaux sociaux. Et donc, tu avais une page où tu parlais beaucoup de tout ce je dirais, women empowerment, etc. Et pourquoi tu as commencé ça de base? De base, pour ma page, c'était parce que je followais tellement de pages sur Instagram qui étaient américaines ou françaises et que je me sentais pas représentée. C'était ça le problème. Et à chaque fois, je me disais, j'espère qu'un jour, quelqu'un va créer une page ou un concept pareil pour nous en tant que Marocains. Parce que là, oui, j'apprends plein de choses, mais ça ne parle pas de ma vie, ça ne parle pas de mon vécu. Et donc, j'arrive pas à me connecter avec tout ce que je vois. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être qu'il fallait que je le fasse moi, qu'il n'y avait rien qui m'arrêtait, qu'il fallait que je prenne cette initiative. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, je me lance, je ne sais pas ce que je vais faire, mais vas-y, je vais le faire et je vais juste partager mon expérience avec les gens, partager mes connaissances et juste essayer de me connecter avec les filles parce qu'il faut savoir qu'en termes de représentation sur les réseaux sociaux au Maroc, on n'en a pas beaucoup. Les associations font un super travail de terrain justement, mais malheureusement, on n'utilise pas trop les réseaux sociaux alors que c'est le moyen de nous connecter avec les millennials et la génération Z. Et j'espérais en fait pouvoir arriver à faire ça avec ma page et montrer aux filles que voilà, qu'on est tout ensemble là-dedans, qu'elles sont pas toutes seules et que we can do a lot of things together, quoi. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce sujet-là de représentation d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast parce qu'au final, c'est pour justement représenter un peu notre génération, mais au Maroc ou dans la région MENA. Et du coup, bravo vraiment d'avoir eu le courage de faire ça. Et je voulais savoir pourquoi Djeha Frastek. Pourquoi vous avez choisi ce hashtag? Parce que moi, j'en ai parlé avec quelqu'un, je pense que c'était Nassim, j'en ai parlé avec lui dans un live. Et il m'a dit, moi aussi, moi, ça me parle pas le nom du mouvement. Et moi, personnellement aussi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a pas forcément, ça parle pas directement du sujet. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce nom? En fait, on voulait un nom qui puisse résonner en fait dans la tête des Marocains, un truc auquel on pouvait tout simplement en fait, se voir et se retrouver. Et du coup, on a énormément réfléchi, on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve un nom qui soit auto-explicatif, qui puisse en fait refléter ce qu'on ressent, notre mood sur le moment, mais sans pour autant être violent ou, voilà, ou irrespectueux. Et surtout un nom qui arrive qui va rester dans les mémoires. Et on s'est dit pourquoi pas Jafras, tout simplement parce que je pense qu'on a tous à un moment ou un autre été victimes, on va dire enfin entre guillemets, de personnes qui pensaient qu'elles avaient leur mot à dire par rapport à nos vies privées. Et je trouve que, enfin, on trouve que c'est directement lié au mouvement parce que le problème, encore une fois, c'est qu'il y a des personnes qui ont leur version des choses, leurs idéologies, leur conception du monde et qui ne comprennent pas qu'on peut avoir des conceptions qui sont différentes. Et c'est pour ça qu'elles trouvent qu'elles ont toute la légitimité du monde, en fait, d'humilier ces personnes qui sont différentes de nous et de les, voilà, de chichououm, les réseaux sociaux. Et donc, Jaflasek, c'est pour dire que voilà, c'est ma vie privée. Et même si tu n'es pas d'accord avec moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et que, en fait, c'est juste que c'est un ras-le-bol général et de dire, voilà, il faut arrêter, il faut que chacun se mêle de sa vie. Et peut-être qu'on arrivera vraiment à faire de belles choses, en fait, dans ce pays si on travaillait, si chacun prenait la peine de travailler sur lui-même avant d'essayer de corriger les comportements des autres. Donc, ça venait surtout de là parce qu'on trouve que la culture de la Shoah, elle est directement liée aussi à la culture de l'Hadiyah et de Tbrigik. Donc, c'est pour dire stop, en fait. Non, en fait, vous n'êtes pas les justiciers de la vertu, vous n'êtes pas parfait, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, c'est pas grave, mais ça vous donne pas, en fait, le droit de parler des vies des autres, quoi.
je t'entends et je vois que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Et je veux savoir, est-ce que toi, tu n'as jamais personnellement eu une expérience dans ce sens-là? C'est quelqu'un qui t'a vraiment maltraité ou qui a partagé quelque chose de toi, ou soit virtuellement, c'est-à-dire en ligne ou dans la vraie vie? Effectivement, je pense que c'est personnel pour moi parce que j'ai jamais été victime de revenge porn, par exemple, mais j'en ai été témoin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué particulièrement parce que je me rappelle que, donc, comme ce que je disais tout à l'heure, j'avais 13 ans, donc c'était il y a 10, 11 ans. Il y avait eu des vagues de revenge porn qui ont touché en fait des personnes de mon entourage. Donc, c'était des filles de mon école, c'était des connaissances, c'était des amis, des camarades de classe. Et donc, il y avait des pages Facebook qui s'étaient créées. Donc, à l'époque, j'avais 13 ans. Je me rappelle que ça m'avait traumatisée à tel point qu'aujourd'hui, je me rappelle encore ce que je portais ce jour-là, l'endroit où j'étais à la maison, ce que j'ai ressenti et le choc en fait que j'ai eu à ce moment-là parce que j'arrive pas à comprendre comment qui que ce soit pouvait être capable d'infliger une telle horreur aux autres. Ça m'avait particulièrement choquée et le pire dans l'histoire, c'est que je m'étais sentie voilà, impuissante devant ce qui se passait. J'étais là, je regardais la situation d'un œil extérieur, je regardais les commentaires qui étaient absolument exécrables. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tout le monde est en train d'insulter ces filles? Vous ne vous rendez pas compte que ce qui est pervers, c'est plutôt de poster des filles, enfin des nudes de filles sans leur consentement, de les humilier. C'est plutôt ça qu'on devrait pointer du doigt et non pas ce que ces filles décident de faire de leur vie privée. J'étais encore petite, donc ça m'a affectée à tel point que ça m'a travaillé pendant des années. Je pense que quelque part, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui parce que je me dis, mais j'ai pas envie en fait que notre petite fille voit cette injustice parce que même en tant que femme, c'est un problème. C'est-à-dire que c'était la première fois dans ma vie que je me disais, mais attends, mais pourquoi est-ce que ça touche juste les femmes? C'est un échange. C'est la fille envoie un nude, mais le mec aussi. Mais c'est plutôt la fille qu'on est en train d'humilier et non le mec. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux poids, deux mesures? Et ça m'avait affectée. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est parce que moi, c'est tout simplement injuste? Est-ce que c'est parce que moi, je sais pas, moi, je suis un membre subalterne de la société? Et ça m'avait fait du mal sur le moment. C'était comme une sorte de claque sur le visage parce que j'étais encore jeune. Et voilà, en fait, là, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, d'essayer de faire quelque chose par rapport à ce problème parce que je me dis que je suis plus âgée et que j'ai beaucoup plus on va dire, de connaissances entre guillemets qu'à 13 ans et que je peux cette fois ne pas me sentir powerless et ne pas être impuissante devant cette situation parce que j'ai pas envie que ça se répète, j'ai pas envie que d'autres filles sentent qu'elles sont en fait voilà, des membres subalternes de la société. J'ai pas envie que des filles soient dans cette situation d'injustice. Et donc, c'est pour ça que ça m'a énormément affectée, que je me suis dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais oui, je te comprends. D'ailleurs, je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui entend cette interview, il va se dire, il va se rappeler d'un moment ou un certain moment durant, je sais pas, moi aussi durant mon enfance ou même maintenant, hein. Et justement, ça s'inscrit un peu dans un peu le mouvement féministe. Et donc, moi, je veux savoir, est-ce que vous dites, nous, on est féministes, ou est-ce que vous vous inscrivez pas dans cette logique-là ou dans ce mouvement? Nous, en fait, avant d'avoir pris le problème du côté féministe, de l'angle féministe, on a décidé d'en parler d'un côté qui est tout simplement lié à la liberté individuelle en général de la personne. C'est-à-dire, voilà, en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie et tu n'as pas le droit de m'humilier. Parce que ici, je trouve que le problème est féministe d'un côté, ça, on ne peut pas le nier. On peut absolument pas le nier parce que même si on voit les chiffres du revenge porn, en général, il touche beaucoup plus les femmes que les hommes. J'avais vu une étude, le cybercivilrights.org, qui s'appelle End Revenge Porn, et ils avaient mis que 90% des femmes étaient victimes de revenge porn dans leurs études et c'était 10% pour les hommes. Ce qui est c'est un chiffre qui est juste fou, quoi. Et cela veut dire que les femmes sont plus susceptibles effectivement d'être victimes, que c'est lié en fait au sexisme en général, c'est vrai, on peut pas le nier. Mais nous, on a décidé de prendre un angle un peu plus
enfin la culture de la choura, parce qu'on trouve que c'est quand même une réalité de la société marocaine en soi. C'est que même, par exemple, au sein des familles, on a cette culture de la choura, voilà, par exemple, je sais pas, il y a une tante qui va aller dire à ta mère, voilà ce que ta fille a fait, etc., ou ton fils a fait. Et c'est aussi indirectement pour se sentir mieux par rapport à soi-même et pour se dire, ah non, j'ai mieux éduqué mes enfants. Donc, on a ça, on a ces problèmes même dans nos familles, on les a voilà, dans les voisinages, on les a entre potes et on a décidé surtout de pointer ça du doigt parce que, en fait, on s'est rendu compte du fait que, voilà, quand les gens ne sont pas d'accord, ils pensent qu'ils ont la légitimité d'humilier alors que ça n'a pas lieu d'être. On peut ne pas être d'accord et juste coexister ensemble. On n'a pas à parler des vies des autres. Franchement, j'ai tellement d'exemples qui me viennent en tête de fois où il y a eu des personnes qui ont eu envie de parler de ma vie privée alors que je n'avais rien demandé. Et c'est surtout pour ça, du coup, qu'on a préféré choisir cet angle qui était plus lié à la choura en général. Ouais, je comprends. Et du coup, je sais que vous avez reçu en tant que groupe fondateur, vous avez reçu beaucoup de messages de filles principalement. Est-ce que tu peux me dire ou me raconter un peu, c'était quoi une histoire qui t'a vraiment choquée, t'a bouleversée dernièrement? Je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont bouleversée. Je vais essayer de donner plusieurs exemples parce que des fois, je regardais les messages et je me disais, mais comment est-ce que c'est possible, quoi? Ça m'affecte tout le temps. Et par exemple, dernièrement, il y a quelques jours, j'ai reçu le message d'une fille qui a demandé de l'aide parce que son ex a pris une vidéo sans qu'elle le sache, donc sans son consentement. Et quand elle a voulu rompre avec lui, il lui a sorti la vidéo, il lui a dit non, tu ne vas pas rompre avec moi, si tu me largues, je vais envoyer cette vidéo à tout le monde. Elle m'a dit je ne sais pas quoi faire, j'ai envie en fait d'essayer d'en savoir plus sur le côté juridique légal pour peut-être prendre les mesures qu'il faut parce que là je ne sais pas quoi faire. Et moi ça m'a fait de la peine parce que clairement c'est comme ce qu'on appelle le emotional blackmail. Voilà, c'est du chantage émotionnel, c'est horrible, ça m'a fait de la peine parce que la vidéo elle a été prise alors qu'elle ne savait pas, qu'elle n'était pas au courant, elle ne peut pas rompre avec le mec justement parce qu'elle a peur, elle m'a dit qu'elle avait été obligée en fait qu'elle était obligée de rester avec lui pour se protéger. Elle m'a dit je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça mais j'avais tellement peur que je me suis dit, voilà, il faut que je pense à moi, il faut que je pense à la relation avec ma famille, parce qu'ils vont jamais accepter ça, et que donc, voilà, je devais accepter la situation, mais là, j'en peux plus. Par exemple, ça, c'était un témoignage qui m'a bouleversée, qui m'a fait énormément de peine. Il y a eu un autre d'une fille qui était mineure, donc elle avait 14 ans, et qui nous a dit qu'en fait, il y avait un mec qui a créé un compte fake, il a mis ses photos personnelles normales et il a commencé à prendre des photos pornographiques qu'il trouvait sur Internet et il a commencé à la menacer. Il l'a menacé d'argent. Il lui disait, voilà, envoie-moi cette somme d'argent ou bien je vais dire ça à ta famille. Donc au début, ça a commencé avec l'argent. Après, ça s'est tourné en pur harcèlement, c'est-à-dire qu'il insultait de tous les noms et à un moment donné, il a commencé à l'harceler de viol. C'est-à-dire, il l'a menacé de viol. Il lui disait, voilà, genre, voilà ce que je vais te faire. Et la fille je crois qu'elle avait 14 ans. Et quand elle nous a parlé, elle était au bout de sa vie. Elle nous a dit, j'ai des pensées suicidaires parce que je n'en peux plus. Je ne peux pas en parler à mes parents parce qu'ils vont me tuer. Même si j'ai rien fait de mal, ils ne vont jamais accepter cette situation. Et ça, par exemple, ça m'a brisé le cœur. On l'a mise en contact avec l'association, du coup, pour qu'il l'aide juridiquement et psychologiquement. Mais la simple idée de savoir que ce genre de pratiques ont lieu tous les jours et qu'on n'en est pas conscient, franchement, c'est grave, quoi. Mais franchement, c'est vraiment horrible de savoir qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans la société marocaine. Et je pense que ça a toujours été le cas. Mais là, c'est juste que heureusement, il y a justement l'Internet où vraiment on peut aller chercher de l'aide. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que, comment dire ça, mais la sensibilisation en ligne, sur les réseaux sociaux, etc., même si vous parlez à d'autres médias, sur la télé, sur les journaux, est-ce que toi, tu penses personnellement que c'est suffisant pour sensibiliser, par exemple, une génération plus âgée, qui sont les parents, les grands-parents, les tantes, la famille, surtout que vous êtes principalement présents sur les réseaux sociaux, et surtout parce que tu me parlais de ces filles-là qui ont beaucoup plus peur de leurs parents
que de la société en fait. Donc, effectivement, les réseaux sociaux sont les meilleurs outils pour sensibiliser les millennials et la génération Z, mais malheureusement, ça ne touche pas, comme tu as dit, les plus âgés, c'est-à-dire les boomers ou la génération X, c'est-à-dire nos parents, tout simplement parce que, voilà, ils n'ont pas forcément de présence sur Instagram. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous d'avoir le soutien de la presse d'un côté, parce que voilà, nos parents lisent la presse, donc c'est comme ça qu'ils peuvent entendre parler et avoir écho de cette histoire. Et aussi d'un autre côté, on compte énormément sur la sensibilisation venant des jeunes, c'est-à-dire qu'on a besoin que les jeunes parlent à leurs parents, qu'ils essaient eux-mêmes de démanteler, de déconstruire ces idées qui sont fausses. Je sais que la communication n'est pas toujours possible avec les parents. Il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui veulent rien entendre, il y en a avec qui, voilà, on a des débats qui sont tout simplement stériles. Mais si on voit en fait une lueur d'espoir chez nos parents il faut en fait la prendre et il faut essayer de faire les choses nous-mêmes. Il faut communiquer, il faut essayer de déconstruire ces idées. Et il n'y a qu'en le faisant tous ensemble, que ce soit avec nos parents ou même avec nos proches en général, qu'on peut réussir à faire quelque chose ensemble. Et c'est pour ça qu'on a besoin en fait de l'aide de toutes les personnes qui soutiennent le mouvement ou la cause ou n'importe quelle autre cause. En général, on a besoin de leur soutien et on a besoin qu'ils essaient de faire ce travail eux-mêmes et que ça commence en fait à la maison, que ça commence autour de la table pendant le dîner. C'est là où ça doit commencer. C'est avec ces discussions qui sont très, comment est-ce qu'on va dire ça, uncomfortable, mais qui sont pourtant très importantes parce que c'est comme ça qu'on peut toucher nos parents et les personnes qui sont plus âgées que nous, quoi. Mais oui, je sais que c'est très compliqué et du coup, ça commence de moi à toi, à tout le monde. Et je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à justement ces jeunes-là qui n'arrivent pas à parler à leurs parents. Et je sais que c'est vraiment quelque chose de compliqué et de pas évident. Mais si tu avais un conseil pour eux, ça serait quoi? De continuer. Franchement, c'est stupide à dire, mais de continuer parce qu'il faut savoir que même moi, par exemple, je parlais de mon expérience personnelle. Avec mes parents, ça n'a pas toujours été top au début, mais c'est juste que j'ai continué et j'ai fait en sorte de me faire entendre. Après, là encore, je sais que on ne peut pas en fait extrapoler et appliquer ce cas à tout le monde parce qu'il y a réellement des parents qui ne veulent pas entendre. Et peu importe notre argumentaire, peu importe les statistiques, les chiffres, les études scientifiques, il y en a qui ne voudront rien entendre. Mais en général, je trouve que le plus important, c'est de continuer, c'est de persister, c'est juste d'essayer d'en parler et surtout de juste montrer à nos parents qu'on n'est pas là en fait. Parce que je pense qu'un des problèmes, c'est que pour nos parents en général, des fois, ils n'ont pas envie de sentir que c'est l'élève qui dépasse le maître. Et il y a toujours un peu cette guerre d'ego. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre. Il faut réfléchir, il faut essayer un peu, on va dire, de marcher sur des œufs, quoi. et juste d'essayer de nous faire entendre et de discuter pour tout simplement juste assurer la communication, essayer en fait de nous faire comprendre et faire comprendre en fait ces différences qui sont tout à fait normales entre nous parce qu'on est deux générations qui sont complètement différentes. Surtout que nous, on a grandi avec les réseaux sociaux et Internet et les médias. Ça n'a rien à voir et c'est normal qu'il y ait des différences. Il faut juste en fait savoir communiquer sur ça et nous faire entendre. Et il faut continuer à le faire, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus trop d'espoir. Oui, je suis complètement d'accord parce que au final, c'est même si on a la première conversation qui n'aboutit pas, ben on va refaire et refaire et refaire. C'est genre, c'est vraiment, on va essayer de comment dire ça, arroser un peu le sujet petit à petit, ça va grandir, ça va devenir important. Et je voulais savoir du coup, c'est quoi la next step pour vous dans le mouvement? Je sais pas, vous allez arriver à avoir une grosse communauté de followers sur les réseaux sociaux, vous recevez les messages et après. Nous, pour l'instant, on se focalise surtout sur le côté revenge porn, cyberharcèlement, mais dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, c'est justement essayer de parler d'autres causes qui nous sont importantes et qu'on porte dans nos cœurs. Parce que justement, avec le nom de Jarafrasuk, ce nom a été choisi exprès parce qu'on se disait ça englobe tellement de choses et on peut en fait parler de toutes les causes qui nous sont à cœur après et ne pas juste nous arrêter au cyberharcèlement. Continuer à le faire
bien sûr, parce que c'est très important, mais on aimerait bien justement essayer de parler de plus de sujets qui sont liés aux libertés individuelles au Maroc en général et de notre choix en fait de vivre nos vies comme on le veut et surtout de coexister ensemble, peu importe nos différences, parce que je pense que ça fait tellement d'années qu'on a des personnes qui nous disent de vivre nos vies d'une telle manière ou d'une autre. Et je pense qu'il est grand temps, en fait, de comprendre que ça ne va jamais marcher, en fait, que la seule chose qui va marcher, c'est de coexister, peu importe nos différences, peu importe nos croyances et nos idées, de juste accepter qu'on n'a pas à être pareil parce qu'il n'y a pas une seule identité marocaine, il y en a 33 millions, quoi. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que un autre Marocain soit exactement comme nous, il faut juste apprendre à coexister. Et c'est notre message et c'est ce qu'on a envie de véhiculer. Tu parlais beaucoup de cette question de, voilà, vous voulez changer un peu les choses, vous voulez parler d'autres sujets qui vous tiennent à cœur et qui sont importants. Est-ce que, je sais que même si votre identité, elle est secrète, mais vu qu'on en parle maintenant sur le podcast, juste le fait que, par exemple, toi, tu habites en France, est-ce que tu penses que ça va être, par exemple, pour toi, un petit frein pour vraiment montrer cette image de fille et femme marocaine qui vraiment vit dans la société, mais si, voilà, peut-être que tu as déménagé en France récemment, mais est-ce que tu penses que ça sera un bloc éventuellement? Enfin, peut-être que c'est juste que moi qui ai cette idée, mais à chaque fois, je me dis, juste parce que je suis à l'étranger, peut-être que it makes me irrelevant. Je trouve que c'est une question qui est très intéressante, vraiment, parce que j'ai déjà pensé moi-même. Je ne vais pas dire que c'est un problème en termes de légitimité parce que j'ai grandi au Maroc et j'ai eu mon expérience là-bas, mon vécu là-bas. Je ne vis en France que depuis mes années dans le cadre de mes études supérieures. Donc, pour la légitimité, je trouve que la question ne se pose pas. Par contre, je me suis toujours dit, est-ce que ça va être un frein si par exemple on a envie de faire des actions qui vont être des actions de terrain ou bien des événements, est-ce que ça va m'arrêter? Je pense que peut-être que ça pourrait m'arrêter moi, mais l'avantage, c'est qu'on est trois dans le mouvement. C'est-à-dire que de toute manière, le plus important, c'est pas que je le fasse moi, mais qu'on le fasse en tant que mouvement. Donc, tant que, par exemple, Socha et Simo sont sur le terrain et qui peuvent se débrouiller pour faire ça, moi, ça me va. Moi, je peux continuer, en fait, à m'occuper de tout ce qui est stratégie digitale et de faire en sorte, en fait, de faire porter nos voix à tous en tant que jeunes Marocains. Donc, honnêtement, je pense qu'on a l'atout d'être trois. Et surtout qu'il faut savoir qu'on a aussi une petite team. Donc d'ailleurs, je vais leur faire un coucou parce qu'ils sont top. et ils habitent au Maroc. Certains d'eux habitent au Maroc. Donc je pense que le problème ne se pose pas dans cette situation. Peut-être que ça va m'arrêter, moi, en fait, de vivre, on va dire, les activités et les projets du mouvement pleinement. Mais je trouve que c'est pas grave tant que le message est tant qu'on se fait entendre et tant qu'on arrive à faire porter nos voix, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, je t'ai posé la question justement parce que moi aussi j'y pense parfois. Je me dis, est-ce que j'ai la légitimité de parler du monde, voilà, de la région MENA et de ça et ça, alors que moi j'habite en France. Mais effectivement, je pense que c'est encore plus un avantage, à mon avis. Je me dis, on est marocain, c'est ça, c'est assez légitime pour vous. On a grandi en Maroc. Et je pense que oui, tu as raison. Déjà, voilà, tu as une équipe qui peut faire les actions quand tu n'es pas là. Mais je pense que c'est très, très bien de montrer et de dire que oui, moi, j'habite pas là tout de suite, mais malgré, même si je suis à l'étranger, je peux faire quelque chose et je peux aider à changer les choses. Et donc, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ce qui me ramène, tu as parlé d'équipe et j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous organisez. Alors, pour l'instant, vu qu'il y avait le confinement, que ce soit au Maroc ou en France, et que de toute manière, ça s'est créé pendant le confinement, ça s'est fait en ligne avec des personnes qu'on connaissait, qui étaient intéressées, qui avaient voulu aider. Donc, c'était des amis ou tout simplement des personnes qu'on avait rencontrées à travers, par exemple, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées à travers ma page, donc avec qui je m'entendais bien et à qui j'ai dit, voilà, si vous êtes intéressés, vous pouvez me rejoindre. Et ils étaient super in. Il y a une autre personne, c'est une des meilleures copines de Simo. Donc, et pour l'instant, c'est digital et ça cause pas de problème parce que de toute manière, notre mouvement pour l'instant est surtout ancré sur les réseaux sociaux. Mais après, si jamais on décide en fait d'agrandir le mouvement, de le développer, je pense qu'on va devoir
réfléchir un peu plus à notre stratégie, à notre on va dire, à notre organisation, essayer de rendre ça plus humain et faire des trucs un peu plus face à face, quoi. Mais pour l'instant, ça se passe bien de toute manière. Avec le confinement, on était obligés. Je pense que vous avez bien fait de profiter d'une situation qui n'est pas évidente pour faire quelque chose de bien. Donc ça, c'est cool. Et je voulais finir par une question que je pose à chaque fois et aux personnes que je reçois sur le podcast. Et c'est vrai que cet épisode-là, c'est un peu carrément un mouvement derrière. C'est pas qu'une personne, mais c'est plus axé mouvement. Mais je veux quand même te poser la question parce que je trouve qu'elle est intéressante. Et c'est en fait par rapport à un conseil qu'on t'a donné à un certain moment de ta vie et qui a changé quelque chose en toi. Je vais parler d'un conseil que ma mère m'a donné et qui a toujours résonné en moi. Parce que je me rappelle que c'était une période de ma vie où j'étais extrêmement stressée. J'avais plein de choses qui s'étaient passées en même temps. Et donc, moi, il faut savoir que je suis une boule de stress. Voilà, je suis une personne très anxieuse. Donc, j'étais au bout de ma vie et ma mère m'a regardée et m'a dit, mais tu te rends compte qu'on s'en fout de tout ça, de toutes les obligations que tu as. Le plus important, c'est ta santé mentale. Il faut que tu penses à ta santé mentale et que tu privilégies ça plutôt que le reste. Et c'est resté en fait dans ma tête. Et à chaque fois que je vois que je suis trop anxieuse, que je suis trop dure avec moi-même, que je suis en train de porter quelque chose trop à cœur et que c'est en train de m'affecter émotionnellement, je me rappelle de ça, je me dis mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait des responsabilités, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient professionnelles, que ça soit relationnel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout finalement? Le plus important, c'est notre bien-être personnel, c'est notre santé mentale. Il faut toujours savoir privilégier ça et toujours en fait se dire, mettre un stop quand on voit que c'est en train de nous affecter mentalement. Ça m'a permis en fait de juste, comment est-ce que je vais dire ça, mais d'être plus gentille, plus patiente et plus compréhensive avec moi-même, avec ma personne. Et ça serait le conseil que je pourrais donner aux autres, de just be kind to yourself. Mais je suis d'accord et c'est un très bon conseil parce qu'au final, même si on réussit ce qu'on fait et si on se sent pas bien et on se sent pas justement confortable, donc ça sert à rien au final. Donc ça, c'est un très bon conseil. C'est quoi le message que tu veux passer, un dernier message que tu veux passer aux personnes qui sont en train de nous entendre par rapport au mouvement Diafrasque? Le message que j'aimerais passer à tout le monde, mais alors là, et ça va être à toutes les filles en fait, qu'elles soient victimes de cyberharcèlement, de revenge porn ou d'actes atroces commis par l'humain, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que la société va souvent vous dire que c'est votre faute parce qu'on vit dans une société où le victim blaming prône et c'est facile d'intérioriser ça. Et ce que j'ai envie de dire à ces filles, c'est de ne jamais laisser ces idées, en fait, prendre le contrôle de leur tête parce que c'est pas vrai, ce n'est pas de leur faute. Ça n'a jamais été de leur faute. La seule personne qui est responsable, c'est la personne qui a commis ces atrocités, c'est celle qui a commis ces horreurs, celle qui a, par exemple, décidé de publier les photos. C'est pas vous. Et la société va continuer à vous le dire parce que c'est naturel, en fait, chez nous. Même moi, en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, bon, c'était il y a quelques années que je faisais du victim blaming et j'ai dû, en fait, juste démanteler tout mon système de pensée et juste déconstruire ces idées parce que je me suis rendu compte que c'était horrible en fait de passer plus de temps à parler de la responsabilité de la victime et de normaliser le mal et de le banaliser parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est qu'on a accepté le mal, il fait partie de nos vies et on est plus là à dire aux gens faites attention plutôt que de nous dire ouais mais en fait non, de base il n'avait pas ou elle n'avait pas à faire ça. Donc, mon conseil pour les personnes qui regardent, plutôt qui écoutent, c'est voilà, n'écoutez pas la société quand elle vous dit ça parce que, croyez-moi, ça n'a jamais été de votre faute. Merci beaucoup, Huda, d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi de m'avoir reçue, c'était génial.